Trace de break vous est présenté par Nokian Tires. Bienvenue à Trace de break, autre épisode qui met en vedette Patrick Denis, mesdames et messieurs, dit Pat Denis de son surnom. C'est moi, on reçoit moi. Carl Nadeau, oui, tout est là. Et Richard Turcotte, ainsi que nos invités. Il y aura 20 épisodes de cette saison. Vous pouvez à tout moment aller revoir aussi chacun de ces épisodes-là, évidemment, à mesure qu'ils sortent, mais aussi ceux de la saison précédente, saison 1, si vous avez manqué ça. On est disponible sur toutes les plateformes. On a notre nouvelle chaîne YouTube. On vous invite à aller vous abonner à cette chaîne-là. Aimer, liker, commenter, poser des questions. Dernier épisode de la saison. On met à table tout ça, ces espèces de communication qu'on a ensemble. On répond à vos questions et vos commentaires. Et aujourd'hui, on a une invitée de marque. Ben oui, enfin, une femme à Trace de break. Il y en a quand même plusieurs qui sont impliquées dans le merveilleux monde de l'automobile. Celle-là a une implication particulière, pas au niveau d'être pilote, mais au niveau des équipes de course. Donc, fait son chemin depuis qu'elle est une petite fille en Lulu, puis a été au niveau des communications et maintenant à la direction littéralement d'équipes de course. On reçoit Fanny Brouillette. Et juste avant, un petit coup de chapeau à nos commanditaires Sogu, Bet365 et notre commanditaire majeur Nokian Tires. D'ailleurs, on est allé les rencontrer, ça a donné ça. Avec Yves, directeur de territoire pour Nokian. Yves, on aimerait ça peut-être que tu sois de nos yeux, que tu nous fasses visiter virtuellement Nokian en Finlande. Écoute, Richard, c'est une expérience qui est vraiment formidable. À chaque année, on va oublier un peu ce qui est arrivé économiquement là, au début des années 2000, tout est arrêté, ainsi de suite, mais à chaque année, on invite des clients, de nos clients, à aller à Ivalo. Ivalo, c'est là où est-ce qu'est situé notre centre d'essai. C'est là qu'on développe nos produits, c'est là que sont nos ingénieurs, ainsi de suite. Écoute, Richard, c'est au pôle Nord. Tu arrives là, tu te demandes ce que tu es rendu, c'est au pôle Nord. OK? Donc, on arrive là, et la première fois que je suis allé, c'est en 2020, je suis allé. La première fois que j'arrive là, il y a. Richard, tu connais l'image d'un garage Tempo, là? Oui. Mais c'est en toile et ainsi de suite, peut-être 10 fois large comme un garage Tempo, puis ça mesure environ 1,5 km de long. C'est là qu'on fait, puis c'est une glace, vraiment une glace comme de patinoire à l'intérieur, une glace comme la Centre Bell. OK. Et c'est là qu'on fait nos tests de freinage, d'accélération, de slalom et ainsi de suite. Il y a des caméras partout, à gauche, à droite, en haut. C'est comme un studio et c'est là qu'on développe nos composés de gomme, c'est là qu'on développe nos carcasses, c'est là qu'on développe nos nouvelles dimensions. On essaye d'être en avant du marché. Parce que chaque semaine, tu le sais, il y a des véhicules neufs qui sortent. Et là, 10, 15 ou 20 ans, ils faisaient ça l'automne, les manufacturiers de voitures sortaient ça l'automne. Là, à chaque semaine, pour se tenir à l'actualité, il faut regarder quel véhicule ça. En 20, en 21, en 22 pouces, l'hiver, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On essaie d'être en avant et on développe tout ça à cette place-là qui s'appelle Ivalo, qui s'appelle White Hell. L'enfer blanc. L'enfer blanc, et je peux te dire, c'est toute qu'une expérience. Ah oui, hein? On a des véhicules, les clients embarquent, les véhicules, je nommerai pas les marques, mais c'est tous des véhicules de performance et ainsi de suite. Oui. Et les véhicules sont connectés au manufacturier. Disons que toi, tu travailles pour un manufacturier X, Oui. tu nous passes un véhicule, puis c'est un véhicule qui est neuf, OK? Il est connecté au manufacturier électroniquement. Et on s'entend que les véhicules... automobiles. Automobiles, oui. Des Nous, on capteurs, essaie- ils il y a récoltent des datas. Des datas et des données, puis on s'entend que c'est des véhicules... Ils sont brassés, là. Ils sont brassés, là. Ouais. Ils sont brassés à l'hiver long, on va dire. Je dirais à l'année longue, mais à l'hiver long. À un moment donné, ça fond. On peut OK? croire que vous aimez ça brasser des véhicules Nokian, on entend une coupe. Oui, on entend une coupe ici. Non, c'est merveilleux. Quelqu'un qui aime le domaine de l'automobile, c'est merveilleux. Alors, les clients qui viennent là, ils repartent de là, vraiment, écoutez, brasser une voiture de même sur la route, tu sais, des fois, tu embarques sur une sortie, une entrée d'autoroute, tu accélères un peu, ainsi de suite, mais il faut être sécuritaire. Là, tu es avec la voiture, tu vis avec la voiture, tu essayes les pneumatiques, et encore une fois, le manufacturier collecte les informations. Wow. Richard, c'est magique. Fait que les consommateurs ont pu pousser les pneus et des fois, on leur donne des hints. Qu'est-ce qui s'en vient l'an prochain? Qu'est-ce qu'il va y avoir d'un nouveau? Parce que l'an prochain, on change un nouveau pneu. Puis on sait que Nokian est l'inventeur du pneumatique. Ça fait 100 ans. OK? C'est Nokian qui a inventé les pneumatiques.
On n'est pas meilleur que d'autres dans le sens qu'on inventait ça parce que c'était dans le pôle Nord, en Finlande. On n'a pas le choix, il fallait avoir une certaine... Les pneus pour aller sur les Quand véhicules. tu dis l'inventaire du pneu, tu parles de l'inventaire du pneu d'hiver. D'hiver, inventaire du pneu d'hiver, oui, c'est ça. Ça fait que, écoute, Richard, c'est pas si on a l'occasion, Richard et Pat, puis à un moment donné, on vous emmènera là-bas. C'est une expérience qui est vraiment... Là, il y a une affaire qu'il ne faut pas que tu fasses avec moi, c'est ouvrir une porte. Ouvrir une porte. Parce que je vais devenir ton meilleur ami, ça sera oui, pas long. OK. Bon, ben, on regardera ça en temps et lieu, c'est correct? C'est bon? Merci. Est-ce que je me trompe ou c'est la première fille qu'on reçoit dans le podcast Trace de break en 2 saisons, mesdames et messieurs? Bonjour, Fanny! Allô? Content de t'avoir dans notre podcast officiellement. C'est un peu Lady Boss aussi, hein? Ouais, Germaine, appelle ça comme tu veux, là. T'es dans le monde automobile depuis quand même longtemps? Oui, moi, cette passion-là me vient de mon père. Mon père était et encore à ce jour impliqué commanditaire d'une équipe de stockeurs sur terre battue, de modifiés sur terre battue. Et depuis que je suis haute comme ça, que j'ai 3-4 ans, mon père me traîne sur les pistes de course. Il est commanditaire, c'est quoi son entreprise? Une entreprise de transport Air Brouillette à Saint-Stanislas. OK. Fait que lui, il a fait, moi, j'aime ça. On va suivre les courses, on va commanditer, puis on va s'impliquer. Lui, il a décidé, avec ses amis, en fait, là, l'équipe de Claude Brouillard, ça a toujours été la même équipe depuis plus de 30 ans. Claude Brouillard, by the way, là, qui court depuis, qui termine sa 48e saison en course automobile. Wow. Donc, et ça fait une trentaine d'années et plus là, que moi et mon père, on s'implique avec lui. Qu'est-ce que ça a de particulier, cette série-là? C'est très familial. Puis, tu sais, dans notre équipe, c'est beaucoup ça qui transparaît. Tu sais, autant on veut être compétitif, autant on veut avoir une belle éthique de travail, autant on veut s'amuser. C'est pour ça qu'on veut aller aux courses à toutes les semaines. Alors que, là, on pourra en parler plus tard, mais en NASCAR Canada, on est vraiment là pour la compétition, pour remporter des courses, remporter des championnats, être constant, être toujours le plus performant possible. Okay. Fait que c'est notre approche à nous, c'est notre équipe à nous a peut-être cette touche-là plus familiale. Il y en a qui prennent ça beaucoup plus au sérieux, puis c'est correct. T'sais. Mais nous, on est à la base, puis tu sais, c'est le secret de la longévité. Là, depuis 48 ans qu'il il faut avoir du fun. Là. Pas de bon sens. Ben, en fait, ça a bien du bon sens. C'est impressionnant quand même. 48 ans, c'est quasiment une tradition. Là. Commencé à quel âge de piloter? 2 ans? Ça? On a un pilote de 69 ans. Hey, Puis qui est encore là. Qui est encore là. Puis le gendre est devenu... Le gendre qui est aussi pilote est devenu... On a comme mergé les 2 équipes. Donc, c'est ça. On a bien du fun. Sur la piste, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette série-là? Ben c'est de terre battue? C'est sur la terre battue. Donc, une piste qui change tout le temps, qui évolue tour après tour. Et puis, donc, la compétition est extrêmement forte. On peut pas nécessairement... On essaie de prévoir comment va changer la piste, mais c'est difficile. Des dérapages contrôlés. Faut anticiper ça aussi. Beaucoup de poussière. Il faut aimer manger de la poussière quand on est spectateur. Là, c'est correct. Puis, je pense que c'est ça. Là, Carl, as-tu déjà couru cette série-là? Non, malheureusement, j'ai déjà roulé sur des pistes de terre battue pour des émissions de TV, des trucs comme ça. Ça m'a toujours intéressé, mais j'ai jamais embarqué. J'ai essayé à un moment donné Colin, je veux dire la catégorie, je le saurais pas, mais c'est des voitures bien atypiques. La position de conduite, tu as le volant un peu, volant d'autobus, tu as le drive shaft qui passe entre les 2 jambes. La transmission, c'est une espèce de transmission 2 vitesses, là, que c'est... Tous mes repères, ils n'existent pas. Tu t'assois là-dedans, puis tu fais...
sacrifice, c'est comme si je recommençais à piloter, mais c'est trippant. Tu sais, quand tu commences à pogner la sensation, puis le fait les pneus, c'est ce qu'on appelle staggered, fait que tes pneus extérieurs sont plus gros que tes pneus intérieurs, fait que l'auto, elle veut tourner. Fait que c'est rien que ça qu'elle veut. Puis quand tu comprends que pour que ça tourne mieux, ben, tu es sur le gaz, puis tu y en donnes, puis le derrière, il sort juste assez, puis c'est le feeling, j'en parle, j'ai les frissons. Tu sais, je regrette juste de ne pas avoir été élevé dans une tradition où est-ce que c'était une avenue. Ouais. Moi, c'était le rallye, le circuit routier, course sur glace, d'autres trucs comme ça. Mais ça m'aurait intéressé. Mais après 25 ans de pilotage, tomber là-dedans, je suis pas certain que c'est une adaptation qui est facile. Ben, avec une collaboration avec le Grand Prix de Trois-Rivières il y a quelques années, Marc-Antoine Camiran, mon pilote en NASCAR Canada, a couru sur la terre avec l'équipe du One. Et il a fait quelques courses. Et après ses premiers essais, il m'a texté, il dit « Je vais être une chicane mobile. » Tu sais, qu'est-ce que c'est ça? J'ai aucun... Puis, tu sais, Marc, c'est quelqu'un qui a couru dans à peu près tout sur la glace, en monoplace, en prototype, en NASCAR. Il arrive sur la terre, puis il dit j'aime pas ça, là, tu sais. OK. En modifié, tu sais. T'en as-tu vu qui ont fait le contraire? C'est-à-dire qu'ils sont arrivés et ont fait hey, je pense que j'aime quasiment plus ça que de faire du circuit routier, pas routier nécessairement, mais plus standard, c'est-à-dire ça. Un gars comme Raphaël Lessard a vraiment bien performé, tu sais, puis est un excellent pilote en NASCAR. Mais il est venu faire des tours à Granby, puis tire quand même très bien son épingle de chapeau pour quelqu'un qui n'est pas régulier. Là, ouais. Fait que là, donc, toi, 3-4 ans déjà, t'es sur le bord des pistes avec ton père, puis ta famille, j'imagine, au complet? Mon père, pas mal. OK, mon père, pas mal. OK. Puis après ça, comment ça évolue? Ben, tu sais, en étant tout le temps pas loin de l'équipe, ben, tu sais, tranquillement, pas vite, j'ai intégré l'équipe plus mécanique, tu sais. OK, on met de l'essence. J'aidais mon père, j'étais l'entonnoir, on met de l'essence, ça, j'ai 10 ans, tu sais. Puis, avec, tu sais, quand je deviens ado, moi, mon rêve, qui a changé, mais mon rêve de carrière est d'être journaliste sportif. OK. Et moi, je viens d'un village qui s'appelle Saint-Stanislas, qui est voisin de Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Et qui vient de Sainte-Geneviève-de-Batiscan? Dom Fugère, qui aujourd'hui est au Grand Prix de Trois-Rivières. Oui. Et le monde est petit. Tu sais, au secondaire, il faut faire des entrevues avec quelqu'un qui fait un métier qu'on aimerait faire. Et, fait que quelqu'un me met en contact avec Dom et on se rencontre comme ça. Lui, à cette époque-là, est journaliste au Journal de Montréal et couvre la F1. Puis j'ai fait comme, hey, wow, c'est cool. Puis on est toujours resté en contact, moi et Dom, à quelques mois, quelques années près, mais après ça, j'ai fait ATM à Jonquière et là, j'ai commencé à écrire un petit peu pour des médias spécialisés. D'abord en course sur terre battue. ATM, Art et technologie des médias. Je m'excuse. C'est pas un guichet automatique, là. C'est ça, un programme de technique spécialisé en médias. Pour faire les communications, travailler dans les communications. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à rédiger des communiqués de presse pour des équipes. Grâce à Dom qui m'avait mis en contact, j'ai commencé avec l'équipe des Dumoulin, avec Dumoulin Compétition. Une excellente école, d'ailleurs, avec Jessica Ménard qui gérait les communications. Une solide école, je dois dire. Solide école. Et Dom devient directeur du Grand Prix de Trois-Rivières. Oui. Et il m'appelle et dit « J'ai besoin de toi pour t'impliquer dans le studio des animateurs de télé. Gérer un peu la transition entre les séries. Il y a différents animateurs, dont Carl faisait partie. Et gérer la transition, s'assurer que tout le monde est à l'heure, s'assurer qu'il n'y a pas de trou nulle part. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de beaucoup d'autres mondes là, dans le domaine de la course automobile.
et que j'ai commencé à faire des communiqués de presse un petit peu plus sérieusement pour différentes équipes. Fait que moi, mon entrée dans le milieu de la série NASCAR Canada, surtout, là, c'est vraiment via des communiqués de presse, via des relations de presse, à être présente aux courses pour les médias. Mais je garde toujours mon implication avec l'équipe de Claude Brouillard, qui, ça reste une passion. Puis encore aujourd'hui, j'y vais par pur plaisir. Là, ton niveau de connaissance, parce que en terre battue, moi, j'ai été comme spectateur à plusieurs reprises, puis on voit des choses qu'on ne voit pas ailleurs en sport auto. Exemple, la préparation des pneus. Là, tu vois le monde avec des machines, là, des espèces de couteaux qui chauffent, qui coupent leurs pneus. Là, ils regardent la piste, la température, puis ils travaillent leurs pneus. C'est-tu des choses, à un moment donné, que toi, un, tu avais la compréhension, puis deux, que tu participais? Oui, c'est un monde. C'est vraiment un monde et j'en apprends à tous les jours. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, c'est sûr. J'ai une compréhension de base. Le système de suspension sur une voiture de terre battue est extrêmement complexe. Fait que j'ai une compréhension de base de comment adapter la voiture en fonction des conditions de piste. Cela dit, je pourrais pas être chef d'équipe demain matin d'une équipe de pointe. Là, je peux aider quelqu'un qui part de rien, qui part d'à peu près zéro. Ben, OK, parfait. On va mettre les bases. On va suivre le livre d'instructions, si on veut, des amortisseurs puis de la voiture. Puis on dit, OK, la voiture fait quoi? OK, on va essayer ça comme ça. Essayer de pas passer tout droit aussi, là, parce que quand on change tout sur une voiture de course, ça se peut que ça C'est aille. la gaffe de beaucoup de gars qui commencent. On change le setup, mais ils changent tout. Fait que si ton auto, elle va pas bien, tu changes tout, puis qu'elle va encore pas bien, tu n'as aucune base de travail, tu n'as pas de repère, tandis que tu fais normalement 1 ou 2 changements à la fois. Puis t'évalues. On prend des notes. Beaucoup. Prendre des notes. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Exactement, on a mis... qu'est-ce qu'on a fait sur les amortisseurs? Qu'est-ce qu'on a fait sur... Tu parlais de stagger, la différence entre la circonférence des pneus arrière. Qu'est-ce qu'on a fait? Comment a évolué la piste? Puis après ça, on se jauge avec ça, là, tu sais. Fait que j'ai une compréhension, mais encore aujourd'hui, on a notre chef d'équipe qui est un pilier puis qui va nous guider. Puis là, des fois, j'ai des idées, je vais y en parler, dire, hey, non, ça, c'est peut-être aller trop loin, tu sais. Ou des fois, je suis vraiment dans le champ, puis ils disent, ah, non, ça, c'est des amortisseurs pour aller sur la Lune, là, tu sais. Fait que. Tu dis, ouais, c'est quoi le problème? Pourquoi on y va pas? Il n'y a pas de championnat sur la Lune? C'est un monde, là. C'est vraiment un monde. On essaie d'en apprendre, puis on en apprend tous les jours, là. Tu sais, on est allé à un séminaire l'hiver passé sur le setup de voitures de course spécialisées pour les modifier, les Sportsman Modified. On est allé à Albany l'année passée, juste pour ça, tu sais. Est-ce que ça existe, cette série-là, partout dans le monde, ou c'est... C'est très nord-américain. Ouais. Très nord-est. Ces voitures-là sont standard nord-est de l'Amérique du Nord. Fait qu'il y a beaucoup de pistes. Autant... ici, on a Drummondville, RPM Speedway à Saint-Marcel-de-Richelieu, on a l'autodrome Granby. En Ontario, il y a Cornwall, il y a Brockville. Il y en a d'autres, il y en a plusieurs autres ici, là, plus près de la région de Toronto. Et État New York, là, il y en a beaucoup. Pennsylvanie, il y en a beaucoup. Et même ces voitures-là se retrouvent à Volusia pendant les Speedweek. Volusia, c'est en Floride. C'est... tout près de Daytona. Donc, pendant les Speedway de Daytona, il y a un gros show en début de saison et il y a un gros show à Charlotte en fin de saison aussi. Une chose qui est particulière, tu parles de toutes les pistes qu'utilisent ces voitures-là. Quelqu'un peut, une équipe en terre battue, tu peux venir fou puis courir plusieurs jours par semaine. Oui. C'est complètement cinglé parce qu'on ne voit pas ça en circuit routier. Les pilotes professionnels surtout avec les moteurs qu'on appelle gros blocs. Ici au Québec, on court principalement avec des moteurs petits blocs. En moteur gros bloc, les gars courent 3-4 fois par semaine de
fin février à novembre. Hein? C'est février. infernal comme horaire. Là. OK. Les autos sont tout beurrés, tu veux pas. Là. C'est de la terre battue. Là. Ouais. Faut pas, tu penses pas comme en NASCAR que tu mets du brake cleaner puis tu nettoies. Là. Juste de cleaner, faire les setups. Souvent, j'imagine que les gars ont plusieurs châssis puis t'as pas le choix si tu veux suivre. Là. Non, c'est sûr que des gars qui ont un horaire comme ça, il y a plusieurs voitures. Puis ne serait-ce que d'avoir des backups aussi. Là. Si ça cogne, là. Ouais, c'est ça, mais il faut qu'il y ait une résistance à cette voiture-là pour en faire 3-4 fois semaine. Mais ils ne travaillent pas le monde ou quoi? C'est un bon point. Non, mais moi, j'écoute ça, je suis comme genre 3-4 fois par semaine, 6 mois par année. Soit ils sont tous Ouais, c'est pas comme une game de hockey. Soit ils Là, sont tu tous sais. commandités, puis j'ai jamais vu de vedette d'Instagram commandité à temps plein faire ça. Là. Fait que c'est comment ça marche? Au Québec, il y a Félix Roy qui fait ça à temps plein. Très, très bon kid. Fils de Martin. Fils de Martin, qui est ancien pilote. Tu sais, on parlait tantôt de faire le switch. Là. Ancien pilote sur terre battue, ancien champion sur terre battue. Fait le switch en NASCAR, qui était NASCAR Canadian Tire à l'époque. Puis là, il a laissé sa place à ses fils. Félix vraiment roule sa bosse aux États-Unis, puis Ici aussi. fait ça pas mal temps plein. Mais si tu fais ça temps plein, c'est un marché qui est assez grand pour avoir des commanditaires et te faire gagner ta vie un peu ou. Je pense que oui. Je n'ai pas. J'ai jamais eu à rechercher des commanditaires pour ce type-là. Mais non, ton père. Ah, puis tu sais, on parle, tu sais, nous, on fait ça vraiment par passion, Ouais. entre mai puis septembre, les vendredis puis samedi soir. Tu sais, OK. c'est pas le même... c'est vraiment pas le même... Niveau d'exigence. le même niveau d'exigence que des gars qui font la série à temps plein. Puis ces gars-là sont des pilotes professionnels. Il y en a aussi qui ont développé leur propre voiture de course. Là. Tu sais, il y en a un que c'est le fils d'un ingénieur de Bignell. Bignell est un fabricant de châssis de modifiés sur terre battue. Ben, tu sais, le fils de Randy Williamson, Matt Williamson, ben, il court à temps plein. Tu sais, c'est aussi une façon de développer des châssis, d'avoir un pilote, comme un pilote d'usine, si on veut. T'as ça, puis t'as plus de bourses traditionnellement en terre battue qu'il y en a en asphalte. Oui, beaucoup. Ah ouais? Oui. Il y a quand même quelqu'un qui court les grosses bourses puis qui performe bien. Il y a quand même il y a quand même quelque chose à faire. Est-ce que ça couvre tous les coups? Non. Ah non. Non, c'est ça. Faut que tu gagnes des bourses peut-être des commanditaires pour essayer de C'est ça. faire quelque chose qui a de l'allure. Didier nous l'a très, très bien dit au dernier podcast. Comment tu veux faire une petite fortune en sport auto? Tu commences avec une grosse fortune. Ouais. Ouais, Didier Scranen. Parole d'homme sage. L'épisode est encore disponible, d'ailleurs, si vous voulez aller écouter et regarder. On est sur toutes les plateformes. Sinon, donc, OK. Fait que là, t'es rendu, tu grandis, et c'est le cas de dire, t'es rendu quasiment à l'adolescence, finalement. Non, t'es passé à l'ATM. Oui, non, on est rendu au cégep, là. Mais là, tu as fait appel, t'en as parlé un petit peu du NASCAR Canada. C'est que ça arrive comment dans ta vie, ça? Ben, tu sais, moi, j'ai toujours été une passionnée de course automobile, mais la terre battue, c'est quand même limité si on veut percer. Moi, je suis pas ingénieur. J'étais journaliste / relationniste à l'époque. Tu sais, les équipes qui courent à Drummond puis à Granby le vendredi puis le samedi soir, ils n'ont pas besoin de relationniste à temps plein, on s'entend. Et puis, comme je sais écrire, je sais raconter des histoires. Et j'ai resté en contact avec Dominique. Dominique me met en contact avec Jessica de Dumoulin Compétition. Et c'est là que j'ai fait un petit bout avec Dumoulin Compétition. Et par la suite, ben, le téléphone a commencé à sonner. Hey, on aurait besoin de quelqu'un pour gérer nos relations de presse. Fait que c'est vraiment comme ça que ça a évolué, puis que j'ai commencé à travailler avec des équipes de NASCAR Canada. Et puis, j'étais comme pigiste. Et à un certain moment donné, j'ai fait un stage un été. Là, je suis rentrée à l'université.
en communication marketing. J'ai fait un stage au Grand Prix de Trois-Rivières. OK. Donc, je passe l'été au complet avec eux. Donc, encore là, on renforce les liens avec tout le monde. C'est là que je connais Marc-Antoine Camiran de façon un petit peu plus... avant ça, c'était salut. Mais tu sais, là, il vient dans mon bureau, on jase un petit peu, je commence à le connaître. Et c'est là que j'ai commencé à faire aussi des communiqués de presse pour Payé Automobile, parce que Marc, en 2017, a fait une première saison avec GM Payé de 4 courses sur circuit routier. Moi, j'ai eu un appel. J'ai dit, on aimerait ça que tu prépares une annonce, que tu fasses les communiqués de presse pour résumer. 4 courses en 2017, c'est transformé en saison complète 2018-2019. Mais à ce moment-là, Marc était seulement pilote. Sa voiture en NASCAR Canada était préparée par une équipe d'Ontario, l'équipe de Scott Steckley. Lui, il arrivait avec son casque, son N, son suit. Puis tout était clé en main. Avec l'appui de GM Payé. Il y avait une équipe préparatrice. Puis le commanditaire était GM Payé, puis le pilote, pour faire courir Marc-Antoine Camiran. Donc moi, à ce moment-là, je m'occupe simplement des communications. Oui. J'ai travaillé 3 ans au Grand Prix de Trois-Rivières entre 2017 et 2019. Ça aussi, tu sais, ça fait en sorte que ça renforce les liens avec pas mal tout le monde. Fin 2019, je quitte mon emploi au Grand Prix de Trois-Rivières et qu'est-ce qui arrive en mars 2020? Pandémie. Pas de saison en NASCAR Canada, ou une saison très... Il y en a eu une, là, mais très, très écourtée. Et 2021, on reprend. Et là, je fais les communiqués de presse pour Marc-Antoine, puis je me dis, il me semble que j'aimerais ça faire plus. Tu sais, faire plus que juste écrire, juste raconter. Tu sais, ça, je peux faire ça de chez nous, à distance. Tu sais, c'est jamais la même course, mais c'est tout le temps un petit peu la même chose à faire. Fait que un addon. Vraiment, les astres étaient alignés. À la fin de 2021, moi, j'avais toujours gardé un bon lien avec Marc-Antoine. Mais à la fin de 2021, la fille du marketing, la directrice marketing de Payé m'appelle en disant « Hey, on ne renouvelle pas notre contrat avec Scott Steckley. Marc part son équipe. Robin McCloskey, le crew chief et l'ingénieur en chef, le constructeur de voitures, est rendu dans l'atelier chez Marc. Donc, on part une équipe de course. Fait que, là, c'est la totale. Il va faire ses châssis, il fait tout de A à Z. Ouais. Là. On se parle, ça, on est au mois de novembre 2021, quelque chose comme ça. Il y a un châssis là, qui est encore des tubes de métal là, dans le shop. Puis, moi, la Karel de Payé m'appelle pour que je fasse une annonce, qu'on fasse les coms là-dessus. Je raccroche avec Karel, je suis en auto, je m'en souviens encore très bien. Je raccroche avec Karel et tout de suite, je compose le numéro à Marc. J'ai même pas dit bonjour, j'ai même pas dit rien. J'ai dit, tu vas avoir besoin de moi. Il part à rire et dit, j'avais pensé à toi justement parce que là, partir une équipe de course, c'est une compagnie complètement indépendante. C'est des budgets, c'est des ressources, c'est booker les avions, c'est booker les hôtels, c'est gérer toute la logistique. Là, c'est pas... lui, il pouvait plus arriver avec son casque, son hands, puis sa soute. Là, c'est pas un trailer 24 pieds, là, c'est une rig avec un stacker que tu mets les autos une par-dessus l'autre. C'est le garage qu'il bâtissait des autos de circuit routier dans son garage parce qu'il en a fait beaucoup, puis de glace. Il y a une maudite différence entre modifier un BMW qui existe ou partir avec une pile de tuyaux puis faire un char de course. Là. C'est énorme, la progression. Là. Donc, cet hiver-là, Robin a bâti la voiture dans l'atelier chez Marc-Antoine.
nous, pendant ce temps-là, on a préparé les budgets, savoir on s'en va où avec ça. Tu sais, Ouais. Combien on demande à M. Payet? Est-ce que ça va arriver, cette discussion-là aussi? Ça, il y a toujours un gamble là-dedans, j'imagine, parce que c'est des budgets prévisionnels. C'est-à-dire que c'est-tu la réalité ou si c'est ce qu'on pense que ça va donner? c'est tu sais? ce qu'on pense que ça va donner. Ça a-tu donné ce que vous pensiez? C'est comme ça clique ou... Ouais, c'est ça. Oh non, par exemple. OK. Ça, Tu nous rassures? quand je suis arrivée dans le portrait, il y a le comptable chez Payet avait hâte d'avoir un tableau Excel, je pense. Ouais. Puis à ce moment-là, ben les budgets, ça donnait un aperçu. Tu sais. Ouais. On peut se tromper, mais on n'était pas passé du simple au double au moment où est-ce on s'est assis ensemble puis qu'on a dit OK, voici chaque course coûte combien. Tu sais, ça va jusqu'à OK, on a pour à peu près 500$ d'épicerie pour la gang pour la fin de semaine. Genre, tu sais, c'est... Puis tu as un budget aussi d'accidents, parce que ça brasse sur un méchant temps en NASCAR. Fait que c'est sûr que tu vas remplacer des carrosseries. Puis que... C'est ça. Ça, c'est la portion plus incertaine. Tu sais, nous, on était extrêmement chanceux depuis le début. Il y a eu des bris de carrosserie. Il y a eu quelques bris plus majeurs de transmission ou de différentiel, que ça on joue dans des plus gros sous. Mais on a été chanceux dans tout ça, là, qu'on n'a pas eu trop de surprises. Là. Ça aide d'avoir Marc-Antoine. Quelqu'un qui veut faire de la course puis qui veut être commandité puis qui veut être dans l'élite, là, ça se dit-tu, mais ça coûte une saison de NASCAR Canada ou ça se dit pas? On est dans le plus d'un demi-million, mettons, par année. Sur combien de courses, un demi-million divisé par... 12 courses. OK. Sans te donner des chiffres, mais bon, il y a de la mécanique, là, c'est sûr. Ouais. Ça doit être comme... Essence, pneus, la main-d'œuvre, évidemment. L'essence pour se rendre aux courses. Ah ouais? Oui, c'est vrai. On a une coupe à toutes les fois, là, ça prend une coupe de véhicules pour se rendre. L'inscription coûte quelque chose? L'inscription de tout le monde, parce que chaque personne, on paye l'inscription de la voiture, mais chaque personne aussi paye un bracelet à payer. Le membership de tout le monde, parce qu'il faut être membre NASCAR. Tous les équipiers doivent être membres NASCAR pour une question d'assurance. Donc ça coûte quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a sur le spreadsheet? Des pièces de carrosserie. Tu sais, des pièces de carrosserie, les wraps. Là, tu parlais de l'hôtel, la bouffe. L'hôtel, oui, c'est ça. Le resto, ça, j'avais oublié. Le salaire du staff administratif qui travaille là, incluant le tien. Oui, oui, c'est ça. Peu importe, quelqu'un qui fait ta job ailleurs. Là. Exact, Ouais, c'est pour ça, la main-d'œuvre. Le million, c'est Fanny, dans le fond. Fanny, elle ramasse 400. Ouais. Le Elle reste, ramasse 100 pour la gang. C'est ça. 12 courses. Les hôtels, l'avion, quand il faut aller... Mais quand tu y penses, ça paraît cher, là, mais... Ça n'est pas tant que ça. Quand pas cher, tu quand fais tu tout ça, comptes là, tout, puis je là. calcule avec le coût moderne, là, tu coupes les scènes en 4 pour que ça rentre. Là. Puis t'as Puis pas t'sais- acheté le truck, la rig, le Ah, c'est trailer. ça. Tu sais, une vraie remorque de course NASCAR, ça coûte quoi juste le trailer en arrière? Ça Hey, doit je coûter sais même 500 000. Là. C'est Je ça, c'est fou. je là. sais Un même pas. trailer stacker qu'on fait faire sur mesure un peu pour mettre 2 Porsche pour aller rouler à Tremblant, qui mesure 25 pieds, qui n'a même pas d'atelier mécanique là-dedans, coûte 125 000. Bon. Mais tu Fait que sais, là, quand je parle de plus d'un demi-million, c'est l'opération. Là. Tu sais, on n'a pas acheté de char C'est là-dessus. roulant, là. là. Ben non. Ouais. Fait que C'est ça. quand tu pars à zéro, my God. Faut que tu achètes tout ça Ouais. en plus. C'est quelque chose de décollé. Là. Ouais. Pour ça qu'il y en a beaucoup qui louent aussi, parce qu'ils n'ont pas les moyens de tout partir la roue. Là. Non, c'est ça. Moi, encore une fois, je suis un néophyte. La différence entre NASCAR Canada et NASCAR USA, j'imagine que ça doit être immense en termes de coût de... Si tu vas aller courser là-bas, c'est une autre game complètement? Ou... Oui, absolument. En NASCAR, juste en NASCAR Xfinity, on parle de plusieurs millions par année. J'ai pas d'ordre de grandeur, honnêtement. OK. t'sais, mais c'est plusieurs millions pour faire une saison. Puis en COP, ben là, on n'en parle même pas. Là. OK.
Parce que NASCAR, c'est l'organisme de sanction, mais NASCAR sanctionne beaucoup de séries partout en Amérique du Nord. Fait que, là, tu as le NASCAR Canada, Xfinity, le Cup, mais tu as d'autres séries, le Truck aux États-Unis. Oui. Il y a trois séries nationales qui appellent, le Truck, l'Xfinity, puis la Cup. Et nous, on est dans une division NASCAR qui appelle régionale. Donc, il y a Canada, il y a Brésil, il y a Mexique, il y a Euro, il y a ARCA Est, ARCA Ouest, qui est comme les divisions régionales aux États-Unis. Fait que ça, c'est sûr que c'est des budgets qui sont plus, là, je vais dire, raisonnables. On parle de très gros. Ça reste que pour un commanditaire, c'est plus à la portée de certains commanditaires qui ont les poches profondes, qui veulent la visibilité, puis tout ça. Tandis que si tu parles d'une affaire à 10 millions, puis tu t'éloignes beaucoup de gens. Là. Ouais. Mais NASCAR Canada, c'est une série vedette des week-ends de course comme au Grand Prix de Trois-Rivières. Oui, essentiellement, c'est le Grand Prix NASCAR Canada exact. avec des courses de soutien. Fait que là, c'est le flagship, là, c'est la grosse série. Là. Oui. Puis, à une certaine époque, quand Xfinity, qui était la série Busch à l'époque, venait au circuit Gilles Villeneuve, NASCAR Canada courait en série de soutien. Ça aussi, c'est d'autres choses. C'est le fun d'être avec un... Avec le gros show aussi, là, tu sais. Fait que, Donc là, tu te retrouves... C'est quoi ton titre à ce moment-là, quand tu dis « tu vas avoir besoin de moi à mort » Ben là, au départ, c'était pas... Défini? C'était pas défini. Puis au fil du printemps, je dis, bon, OK, c'est quoi les rôles de tout le monde? Puis là, on dit, bon, la définition de ça doit être team manager. Tu sais, un team manager, c'est un rôle qui existe dans des équipes de course. C'est vraiment la coordination logistique, la coordination de budget. S'assurer que tout le monde a ce qu'ils ont besoin là, pour travailler. Puis c'est à vous qui s'en vont. Je m'occupe aussi, puis ça, c'est ce que je fais moi, mais tu sais, d'autres team managers pourraient ne pas le faire. Tu sais, je m'occupe de la communication avec les officiels NASCAR. Si, ne serait-ce que pendant un week-end de course, il faut parler pour telle chose, demander une extension sur l'horaire parce qu'on a besoin d'un petit peu plus de temps. On était allé en appel sur des pénalités. J'avais préparé la lettre pour envoyer au comité d'appel, des choses comme ça. Tu dois avoir plus de tact que certains autres chefs d'équipe. OK, on dirait que tu parles d'expérience. C'est parce qu'il y en a qui sont plus carrés pas mal dans leur approche. Des fois, ça peut braquer les officiels. Tandis que toi, je pense que tu as une approche plus douce, brillante, structurée que d'autres. Là. Je peux avoir mon caractère aussi. Oh! Non, mais on essaie de rester professionnel là-dedans, même s'il y a des décisions qui font pas notre affaire, puis ça arrive. Ouais. C'est ça. Puis là, tu sais, au fil du temps, depuis quelques courses, puis tu sais, là, j'ai commencé à m'impliquer un petit peu plus au niveau sportif, la stratégie, le calcul ce qu'on appelle dans le jargon le fuel mileage, la consommation d'essence, pour savoir c'est quand notre fenêtre pour l'arrêt au puits. Tu peux gagner ou perdre une course facilement si tu te trompes. Là. Ouais. C'est arrivé à beaucoup de monde en NASCAR. Là. Tu calcules trop serré, tu manques de gaz, c'est un sérieux problème. Là. Puis, en même temps, arrêter trop tard, c'est pas mieux parce que si tout le monde arrête au puits, toi, t'as pas arrêté, bien là, quand toi, tu vas arrêter, tu te retrouves en arrière de tout le monde. Fait que ça, c'est des choses qui se sont ajoutées. Moi, pendant la course, je suis la gardienne des temps autour. Donc, je monitore ça. J'ai mon race monitor, mes chronos. Et puis, des fois, Marc-Antoine va nous demander, là, sur un drapeau jaune, le gars en arrière de moi, est-ce qu'il est plus vite ou moins vite que moi? Chaque tour. Hein. Et tu sais, voir comment nous, on se situe par rapport aux autres sur les temps autour. Des choses comme ça. Puis, tu disais aussi, tantôt, tu as effleuré le sujet, mais prendre des notes, beaucoup de notes, tu l'as comme dit 3 fois. Pourquoi tu as dit ça tantôt? Est-ce que tu as à tenir boucle sur tout ce qui se passe? On essaie de se créer, à NASCAR, on essaie de se créer une intelligence d'équipe. Là.
une mémoire, si on veut. Moi, de mon côté, j'ai dans des cahiers Canada l'historique de toutes les courses depuis 2022. Je pense que j'ai commencé ça à la 3e course en 2022. Puis, je sais pas comment on a fait tour, mais j'ai tous les temps autour depuis ce temps-là dans des cahiers Canada. Là. À un moment donné, il faudrait bien que je les mette sur un fichier Excel. Là. Ça serait plus simple. Là, Quand est-ce que vous allez chercher là-dedans, voir... quand est-ce que vous allez consulter ces cahiers-là? Des fois, on va dire, OK, pendant la pratique, c'était quoi nos temps de référence l'année passée? Tu sais, c'est comment on évolue? Parce que c'est pas juste de faire un tour vite aussi, là. C'est d'être constant, c'est d'être bon sur les longs relais. Parce que une course sur circuit routier, ben, tu sais, ça varie entre 40 et 60 tours. Une course sur circuit ovale, c'est 250, 300 tours. Fait que, oui, les temps de qualif, là, lui, il a fait le premier temps en essai. OK, il a fait un tour vite. Ouais. Mais sur le long relais, comment on s'est comporté? Puis l'année passée, on avait une bonne voiture. Comment ça... C'est sûr que c'est difficile à comparer parce qu'encore là, la température peut changer, l'ensoleillement peut changer. Il y a plein de conditions qui font en sorte que c'est pas les mêmes temps. Je te donne un autre exemple de quand je vais aller consulter les notes des autres années. Je vais essayer de prendre les notes sur... C'est quand on avait fait des arrêts au puits. À quel tour on avait fait des arrêts au puits sur une piste. Ouais. Et après, combien il y avait eu de tours sur le drapeau jaune, combien il y avait eu de tours sur le drapeau vert, pour nous donner une idée de, OK, on a fait tant de tours après avoir pité, puis il nous restait tant de gaz, là. Mais là-dessus, il y avait tant de tours sur le drapeau jaune, tant de tours sur le drapeau vert. Ça influe sur, évidemment, la vitesse, donc la consommation d'essence. Ça influence beaucoup la consommation d'essence. Donc, cette année au Grand Prix Trois-Rivières, je consultais mes notes de l'année d'avant là, pour voir, OK, on en est où. Puis finalement, tu vas à toutes les courses? Oui. Partout au Canada? Partout au Canada. Je suis l'équipe tout le temps. Puis pas à l'air climatisé dans le camion, à être bien relax, les orteils en éventail. Là. Toi, t'es sur le plancher avec tu passes pas ta vie sur le bord de la piscine creusée, là. J'aimerais ça des fois, là. Des fois, on se demande pourquoi on fait ça, là. Fanny a un super bronzage, genre d'ici à là, puis peut-être un peu entre les bas et les souliers. Ben, tu sais, on est tout le temps en pantalon, fait que, tu sais, les chevilles hyper bronzées. Oui, c'est. Puis depuis la première année, anecdote, là, la première année, j'avais une chemise à manches courtes. Puis moi, pour ma job de tous les jours, j'ai allé dans des événements de chambre de commerce, avoir des vêtements plus corporate et tout. Et je me souviens d'une photo d'un gala de chambre de commerce où est-ce que j'ai une robe ou un, je sais pas, là, pas de manches. Et là, on voit... les deux sleeves. Blanc fluo. Blanc fluo. Fait que là, depuis ce temps-là, j'ai des polos sans manches que je mets aux courses. Et je dis non, c'est terminé. C'est bon, ça. Je suis la seule fille que j'ai le droit de mettre un polo sans manches. J'adore ça. C'est la première fois qu'on parle de bronzage dans ce show-là. Il fallait que tu viennes. Tu vois, Fanny? C'était le fun de t'avoir. Mais là, un point important, Vas-y, Carl. tu commences ce job-là avec une toute nouvelle équipe. La plupart du monde vont s'attendre à dire, bon, nouvelle équipe, nouvelle structure, nouveau tout. Ça va prendre 5-6 ans avant qu'il gagne sa première course. La première saison de l'équipe, peux-tu nous raconter ça? Première saison de l'équipe... Sors tes cahiers Canada. 2022, premier 2022. Je pense qu'elle va être capable par cœur. 2022, même nous, on ne s'attendait pas à ça. C'est sûr que Marc-Antoine, c'est un gars qui a été historiquement extrêmement rapide. Puis notre chef d'équipe, Robin McCloskey, il avait déjà gagné, je pense que c'est 2 championnats. Et ces deux-là avaient déjà travaillé ensemble. Donc, Marc-Antoine et Robin avaient travaillé ensemble chez White Motorsport. Robin avait fait le saut chez les Dumoulin, il a remporté 2 championnats avec Louis-Philippe Dumoulin. Et Marc-Antoine et Robin se retrouvent en 2022. C'est en partant d'une équipe rodée assez solide. Et on bâtit les voitures qu'on développe au cours de l'hiver. On met ça sur la piste à Sunset.
on qualifie top 5, là, tu sais, déjà. Puis Marc nous disait, hey, moi, qualifier sur Oval, j'ai de la misère. Puis qualifie top 5, parfait. La course commence, saute en avant. On mène 200 quelques tours. Puis à la fin, là, ça a brassé. Il y a eu une situation de verre blanc damier. Ça a brassé. Fini 4. OK. OK. Deuxième course, Canadian Tire Motorsport Park, un circuit routier. Puis ça, c'est... La fameuse piste de Mosport. La fameuse piste de Mosport. Marc-Antoine a déjà gagné une course là. On sait qu'il peut être rapide. Malheureusement, fait une crevaison en début de course. Fait qu'il perd un tour pendant qu'on fait la crevaison. Mais tout le temps, il est extrêmement rapide. Il est le plus rapide en piste. Il y a un tour de retard, mais il est le plus rapide en piste. Et par la suite, on a remporté notre première victoire à Terre-Neuve. Une piste personne n'avait jamais couru là-bas. Fait que c'est la première fois pour tout le monde. Remporte la course à Terre-Neuve. Puis par la suite, cette année-là, je pense qu'on a 3 victoires. On a mené quand même beaucoup de tours. On s'entendait pas à remporter le championnat, surtout en début de saison. Puis là, ben, plus la saison avance, plus on dit, ben, ça se peut. Ça se peut. Bon. Ça se peut. J'ai une anecdote là-dessus. Puis, tu sais, ça aussi, ça va être la première fois qu'on va parler de tout ça sur ce podcast-là. Au cours de l'hiver, on se souvient, moi, je travaille avec Marc de soir, de fin de semaine. On passe notre temps perdu. Là, on travaille sur l'équipe de course, comment on gère ça, les factures là, de faut bâtir des autos, ça rentre, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'on gère tout ça. Il y a une journée de libre que j'ai prise dans la fin de semaine de Pâques. J'étais allée magasiner avec ma mère. Puis j'ai vu une robe de soirée dans un magasin. Puis j'ai dit à ma mère, mais un peu en wishful thinking, là, tu sais, dire, si on gagne le championnat, là, on va aller à Charlotte, ça va me prendre une robe, tu sais. Fait que, évidemment, j'ai pas acheté la robe, on jinx pas, là, tu sais, on se créera pas de malchance avant de commencer, mais cette robe-là m'a trotté dans la tête, puis je me suis dit, hey, je veux magasiner une robe, moi, à l'automne, je veux aller au gala, tu sais. Ouais. Fait que, puis je textais à Marc quand on revient de notre journée de magasinage, je textais, il dit « Oh yes », il dit... on vient de trouver notre motivation. Il dit « Moi, je veux ma bague de champion. Il dit « Toi, tu veux ta robe. » C'est parfait. Wow. On met ça sur le budget de l'équipe. Donc, prend le lead au championnat et à l'avant-dernière course de la saison, on retourne au Canadian Tire Motorsport Park et on se dit là, il faut être conservateur. Gagne la course. Oh, conservateur. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne répéterai pas c'est qui, c'était un officiel NASCAR à l'époque. Il m'a dit « That's a statement ». Hey, je peux comprendre. Mais tu sais, c'était pas prévu. Tu sais, je veux dire, c'est pas... on gagne la course. Non plus, tu sais. Et là, on prend une avance assez considérable au championnat pour que la dernière course de la saison de l'Hour Speedway, on a juste à prendre le départ. Wow. Fait que ce premier championnat-là, on savait en se présentant à la course qu'on était champion. C'est une récompense de beaucoup d'heures investies, de beaucoup de travail, mais surtout un travail d'équipe là, incroyable. L'équipe qui a été bâtie autour de Jean-Claude Payet, autour de Marc-Antoine, tout le monde a donné son 100%, puis tout le monde était rodé, puis c'est le succès d'une équipe comme ça. Là, donc, cette dernière course-là, vous êtes arrivé combien? On n'a pas fini. Je sais que c'est pas important. On n'a pas fini. C'est un des... On a-tu fini? On a été impliqués dans un accident à la fin. OK. Puis justement, le différentiel a plié un petit peu. Je pense qu'il a fini, mais vraiment de peine et de misère. Okay. Là. Mais on avait, déjà le championnat. Le championnat.
C'était pas trop dramatique. Ouais. Une belle entrée en matière. 2022, donc là, l'année d'après, vous avez une année d'expérience en arrière de la cravate. 2023, on a une excellente année, mais on se frotte à un jeune pilote ontarien du nom de Trayton Lapcevich qui a tout raflé, avait une voiture incroyable, un kid qui a un talent aussi incroyable, il faut le dire. Son père courait aussi. Son grand-père courait. La famille Lapcevich en NASCAR Canada est très reconnue. Son père est encore chef d'équipe pour des équipes. Son frère, Caden, est un ancien champion de la série. Il est maintenant chef d'équipe en NARCA, je pense. Oh, wow. Fait que, tu sais, c'est une famille là, très reconnue dans le monde. Trayton a tout raflé. On a quelques victoires là-dedans, mais je pense que c'est 4 victoires cette année-là. Trayton a quand même raflé le championnat. Lui aussi, là, il avait juste à se présenter au Delaware Speedway puis pour la dernière course de la saison, puis a remporté. Fait qu'on a fini deuxième. Puis 2023... 2024. On est rendu à 2024. Oui, je m'excuse. Rendu à 2024. Gagne la première course de la saison. Puis on n'a jamais regardé derrière, mais ça a été une lutte quand même serrée. Je pense qu'on a toujours été le meneur au championnat en 2024, mais ça a toujours été hyper serré, puis ça s'est décidé à la dernière course à l'Autodrome Montmagny. En votre faveur. En notre faveur. Deuxième championnat. C'est quand même... Puis là, mais il n'y a pas 2 chars dans ce temps-là. Là. Puis il y a 2 chars, ça, non? Il y a plus que 2 chars quand Wano est rendu là. Ben, on a toujours, là, à ce moment... Aujourd'hui, on a 2 voitures de routier, 2 voitures de circuit ovale, un backup pour chaque voiture. Parce que ça a l'air de rien, mais tu prends pas le même châssis pour faire une piste qui tourne à droite, à gauche, ou un châssis pour faire de l'ovale. Puis c'est pas les mêmes châssis, c'est pas les mêmes ajustements, là, c'est un autre monde. Là. C'est 2 voitures qui sont complètement différentes. C'est fou. Bon, hein? Pas de bon sens. Quand on dit que quelqu'un qui part de zéro et qui veut se monter une équipe avec rien, bonne chance. C'est vraiment du sport. Là, cette année, ça va pas trop mal. On mène le championnat pour le moment. On arrive là, du Canadian Tire Motorsport Park, le circuit de Mosport, où on a remporté la victoire. Fait que là, on a, je pense que c'est 19 points en date du jour là, d'avance au championnat. Trois-Rivières, Icar, ça s'est vraiment bien passé. Trois-Rivières, aussi. deuxième, ça s'est super bien passé. Icar, on a gagné aussi. Donc là, on a la tête du championnat, mais il reste 3 courses. Il reste un programme double au Delaware Speedway, puis il reste l'Autodrome Montmagny. Donc, il peut se passer bien des choses en 3 courses aussi. Là. On se sent comment, dans ce temps-là, dans la position de meneur au lieu d'underdog, là, parce que là, vous avez le spotlight étant donné vos dernières années. Là. Il y a 3 ans que tu l'as. Êtes-vous visé par d'autres? Y en a-tu qui sont plus agressifs contre Marc-Antoine? Et comment ça se passe? Peut-être un peu. Dans notre position, il faut être un peu plus conservateur aussi. Je parlais à Andrew la semaine passée. Andrew, qui est Ranger. Deuxième. Andrew Ranger. Et qui a le même commanditaire. Qui a le même commanditaire que nous, qui est 2e au championnat à l'heure actuelle. Lui, il dit, c'est pas compliqué, il faut que je gagne. Il faut que je ramasse tous les points bonnies. Fait qu'on arrive avec une autre approche là, de on n'a rien à perdre. Mais... Parce que pour un gars comme Andrew, être 2e ou 4e au championnat, ça change pas grand-chose. Fait que tu y vas all-in pour gagner le championnat. Fait que c'est là, tu prends des risques, tu peux attaquer. Puis il dit, faut essayer de gagner, puis c'est de rafler les 3 courses qui restent. Puis il dit, c'est un mélange de chance, un mélange de pilotage, puis un mélange d'avoir une bonne voiture. Là. Fait que... Mais tu sais, nous non plus, on n'est pas à une bad luck près de voir notre avance au championnat fondre. Là, Ton père en pense quoi de où tu es présentement dans ta carrière? Il doit être fier, j'imagine. Il doit être fier. Lui est resté avec sa passion pour la terre battue. Ouais. Va venir voir le Grand Prix Trois-Rivières, va venir à Montmagny parce que là, ça ne course pas en même temps la terre battue. Je sais qu'il est très fier. Des fois, il
il va challenger un petit peu. Là, il va dire comment ça, il a fait ça comme ça? Puis pourquoi vous avez. C'est correct. C'est de bonne guerre. Là, tu sais. C'est-tu le père typique qui parle pas trop? Mais... Il parle pas beaucoup. Ouais, qui est de cette époque-là. Hein? Ouais. On dirait qu'il y a une zone de flottement ici. Non, mais anecdote. En 2023, on qualifie le samedi, c'est les qualifications du Grand Prix de Trois-Rivières. Marc-Antoine, au premier tour, première position, record de piste. Je lui ai calé des radios, mais il m'a pas entendu. Ça a dû faire... Fait qu'il a fait un autre tour rapide par la suite. Son autre tour rapide qui n'était pas aussi rapide. T'sais, après son premier tour, c'était fait. Là, il n'y avait pas rien à gagner de plus. Donc, on a fait un tour de trop, si on veut, parce que c'est un tour de trop de plus sur les pneumatiques, parce qu'on qualifie avec les pneus qu'on va partir la course. Rendu là, c'est pas dramatique. Mais il m'a pas entendu. On l'aurait fait rentrer, mais il m'a pas entendu. Et mon père de descendre, il dit, au lieu de dire « Hey, bravo, pole position, record de piste, vous avez fait un tour de trop. » Il suit la game quand même. Il avait compris. Je dis « Ouais, ben, il m'a pas entendu. » Puis il a remis une couche cette année au Grand Prix de Trois-Rivières. Ça a été exceptionnel là, quand en qualification. Oui, même chose. Il a battu son propre record de piste. Dans les posés, Battu rapide, hein? et rebattu parce qu'il a fait 2 tours. Fait que moi, j'ai parlé à Marc-Antoine, puis il me disait, écoute, il dit, premier tour, tu sais, je savais que c'était un bon tour, puis du deuxième, je me suis dit, tu sais, j'accoterai pas, mais je vais l'essayer. Mais moi, puis nous autres, on y avait dit, puis c'était un bon tour. C'était pas le record de piste, là. Tu sais, c'était un bon tour. Puis on lui a dit, moi puis Robin, on dit non. Fais un autre tour. Marc, il dit, j'ai compris. Go. Il a surtout entendu aussi dans son oreille, là, cette fois-là. Il a dit, j'ai dit, j'avais compris. Fais un autre tour. Ouais, ça voulait dire que l'autre, t'as pas... Il a tout donné. Là. C'était... Sans faire, c'était un tour d'anthologie. Ah, ouais. On regardait ça, puis on était... Ben, dans le fond, on est commentateur, mais on est d'abord et avant tout des passionnés de course. Puis c'était des tours là, à la Kyle Busch aux États-Unis, puis c'était vraiment un tour exceptionnel. Là. Mais une chance qu'on a fait ce deuxième tour-là, parce que son premier était bon, mais il aurait été battu par Andrew Ranger et Alex Tagliani à ce moment-là, qui ont, sur leur deuxième tour aussi, ont été rapides. Qui ont battu le record, l'ancien record de piste. Exact, leur c'est deuxième tour, c'était complètement Tout le monde était fou rapide, cette là. année. Oh, oui. Comment t'aimes ça être commentaté par Carl quand il y a une course? Commentaté. Ouais, je voulais le dire, commentaté. Je dois dire que quand je suis sur le pit box, là, le coffre d'outils, Ben oui. j'ai pas bien Non, les clowns avec les micros, on n'est pas dans les préoccupations. Je le sais, ben, je lance la question juste pour passer le mot commentaté. On passe au segment thème la mécanique par Sogu, la société de gestion des huiles usagées, pour justement récupérer les produits d'entretien mécanique, huile antigel, contenant vide, filtre à l'huile. Vous trouvez un point de chute. Il y en a partout au Québec. Évidemment, c'est pour l'environnement. On aime ça vraiment peser fort là-dessus parce que on n'est plus dans les années 70. Là, on fait ça comme il faut. On fait ça propre. Vous allez sur sogu.com, SOGHU.com, pour trouver le point de chute pas loin de chez vous. Il y en a partout au Québec pour disposer justement de tout ça de façon propre et décente, je dirais même. Parce que vous autres, vous vivez avec ça, avec vos shops aussi, de l'huile et tout ça. Mais as-tu une implication quelconque dans la mécanique? As-tu de l'intérêt, que ce soit dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle? Dans notre équipe de NASCAR Canada, je ne m'implique pas au côté mécanique. Okay. Par contre, dans l'équipe de terre battue, ben là, je touche pas à ce qui flotte dans l'huile, là, mais je suis capable de démonter la suspension. Tu sais, on me dit, bon, ben change l'amortisseur. Ben, je suis capable de le faire. Là. C'est pas sorti. Là, des petits ajustements comme ça. Mais je suis pas mécanicienne. Je l'ai dit, je suis pas ingénieure non plus. Là. Mais aimes-tu ça? J'haïs pas ça. Oui, je change mes pneus. Chez vous? C'est moi qui change mes pneus avec mon père, justement. Puis, tu sais, je suis capable de faire un petit check-up de base. J'aime ça. Tu sais, sur notre voiture de terre battue,
OK, on change l'amortisseur. Des fois, plus qu'une fois dans le programme, là, parce que... Puis, tu sais, il faut faire les quatre amortisseurs. Des fois, on court pas mal. Là. Ouais. Tu fais-tu les deux en même temps? Ben, Parce que là, NASCAR prend du temps, là. Oui, mais les week-ends que je suis pas en NASCAR Canada, je vais aller sur la voiture. C'est aux courses, pas vrai, mais on parle d'huile. Tu sais, il y a bien du monde que dans leur auto, tu changes l'huile aux 5000 kilos, mais un auto de course, là, comme en NASCAR, tu changes l'huile minimum à toutes les fins de semaine de course. C'est quoi les cédules d'entretien? Tu sais-tu un peu? Tu me poses une excellente question. C'est combien ça coûte, par exemple? Ben c'est ça, c'est des budgets. Là. Ça doit être terrible, là. Honnêtement, ça doit être hallucinant. Parce qu'en temps normal, c'est ça. L'huile, tu la remplaces souvent. Fait que ça, Gus, c'est certain que vous êtes client quelque part. Là, pour on a des... oui, on calcule un volume, là, je pourrais pas te dire, mais nos consommables, on a un budget à tous les ans. Oui. C'est sûr que tu traînes huile, gaz, ça. Ça va vite. Je parlais de ça, du segment avec Karim Antaki, ton ami. Puis je parlais, parce que depuis qu'il est venu au podcast, des fois, j'y écris. Oh, nice! Oui, c'est ça. Puis lui aussi. Puis à un moment donné, je parlais d'une F1 parce qu'en tout cas, j'ai un ami qui cherche une vieille F1. Puis des années 90 avec un moteur Ford. Fait que j'ai dit, la seule personne que je connais qui est touchée à ça, c'est Karim. Fait que lui, il me répond Sauber ou un autre, tu sais, comme c'est comme. Suite, ouais. Pas non, j'en ai pas. Non, ben non, moi je m'attends mais non, mais qu'est-ce que tu veux, soit précis. Puis il dit là, fait que là, j'ai dit Sauber, il dit, faut juste qu'il s'attende, le gars, c'est que la journée qu'il achète ça, pour l'entretien d'une F1, ben, c'est plus pointu, j'en conviens. Aux 250-300 km, remontage complet. Oui. De la mécanique, tout. Les moteurs, transmission, la totale. Tu penses pas à ça, là, mais même en NASCAR, quand est-ce c'est qu'il un va peu faire moins 300 intense. km avec une F1, le gars? Ben, il va aller sur une track? Ben, 300 km sur une piste, pas long. Non, mais t'amènes une F1 à faire de la track? Ben oui. Il y en a qui le font. Je pensais que tu amenais ça dans un garage, puis c'était pour l'avoir. Il y a des compétitions de F1 vintage. Oui, voici le segment Bet365, alors qu'on parle, Fanny, de Formule 1. Toi, Fanny, est-ce que tu as une passion pour la F1? Et j'ai tellement pas le temps de suivre ça. Moi, j'écoute Drive to Survive. Mais je pense que je suis 4 saisons en retard. Là, fait que je sais qu'est-ce qui se passe en 2022. Tout est gros que je peux te dire. T'écoutes la saison en noir et blanc tellement que ça fait longtemps. OK. Mais aimes-tu regarder Drive to Survive? Puis qu'est-ce que t'en retires? Moi, j'adore ce qui ressort, c'est justement la gestion d'équipe. C'est behind the scenes. Le behind the scenes, puis comment une équipe va gérer qu'est-ce qui peut arriver, le systémique là, en arrière de cette équipe-là. Comment on gère une course au championnat où est-ce qu'une course pourrait être deuxième, parce que finir deuxième, contrairement à nous, mettons en NASCAR Canada, finir deuxième ou troisième, c'est hyper important comme constructeur en F1. Comment on gère ça? Comment on débrief? Tout, c'est l'envers du décor, là, les coulisses. Là, y a-t-il assez de jeux de coulisses puis de Dallas style, tu sais, comme l'émission à potin pour NASCAR Canada, de faire de suivre les coulisses de NASCAR Canada puis faire du contenu avec ça? C'est comme pas fait, là. Mais tu sais, nous autres, moi, tout le monde est intéressé. La course, c'est une chose, mais ce qui nous intéresse, c'est la vie des pilotes puis les potins. Peut-être. Honnêtement, là, j'y pense pas parce qu'on le vit, nous. On n'est pas... Mais peut-être qu'il y a du monde qui serait intéressé. Netflix le fait avec la COP aussi. C'est la deuxième saison qu'ils font. Là, je sais pas. Moi, je l'ai pas regardé, mais c'est vrai que c'est... À toute vitesse. La version traduite. Ah ouais? Puis, ils suivent le chase en COP. La course au championnat. OK. Donc, c'est plus le chase, c'est les séries éliminatoires maintenant. Là, mais ils suivent ça. Ça aussi, c'est... Mais je pense que côté télévisuel, c'est beaucoup de faire appel à des scénaristes, des writers, qui eux autres vont créer des histoires avec ce qui se passe. Parce que c'est ça, hein, l'idée, c'est de jouer un peu avec le temps aussi, puis de dire, OK, tel pilote dit telle chose, mais là, il faut créer tout ça pour que ça devienne des histoires qui fassent faire en sorte que scénaristiquement, ça soit intéressant pour tout le monde aussi. Là, oui, puis il faut presque prévoir ou anticiper qu'est-ce qui peut se produire, parce que là, le scénario peut virer d'un bord et de l'autre. Mais il faut que tu aies le stock shot pour l'illustrer. T'sais, si tu veux illustrer quelque chose, que tu penses illustrer quelque chose, faut que tu aies les images pour le faire, faut que tu aies les entrevues avant et après pour le faire.
Ah non, Donc, c'est une charge de travail assez incroyable. Est-ce que tu as un manager que tu vois d'une écurie à F1 que tu t'aimes son style particulièrement? Tu dis, lui, ben là, je dis lui parce que j'ai pas vu vraiment de femme. Là, j'aime beaucoup son style pour telle raison. Parce que tu le regardes pas comme nous autres, toi, là. Toto, parce qu'il se calisse de tout. C'est ça. C'est à peu près ça. Hein? Moi, C'est Mercedes, là? j'aime Non. beaucoup les gens intransigeants. Ouais. T'sais, moi, j'aime Max Verstappen parce que Je savais qu'elle connaissait ça, les il courses, s'en Fanny. fout. T'sais, je veux dire, je suis bon. gagner. Je suis bon, je le sais, je suis ici pour gagner, je me fous du reste. L'attitude de Michael Schumacher, là, Ouais. c'est parfait. Pour moi, ça, c'est très personnel. Là. Je vais me faire ralentir des tomates. Là. Non, Est-ce que Schumacher était aussi cocky que Verstappen? Carl, souvent, t'as ça toi. Calvaire. Ben, Plus. moi, c'est drôle parce Ouais. que j'ai eu les deux côtés de Schumacher. Parce que dans un voyage en Allemagne, un moment donné, on était 3 en auto. C'était un Allemand qui conduisait. Puis justement, c'était avec Karim. Puis Karim puis moi, on s'obstinait parce que moi, Michael Schumacher, c'était mon pilote préféré. Karim l'aimait moins. Puis à un moment donné, celui-là qui a conduit, il a dit « Excusez-moi, c'est parce que moi, c'est mon ami d'enfance. Oh. Fait que il dit que Michael, tout le long de sa carrière, a gardé le même bassin d'amis d'enfance. Puis à un moment donné, quand sa carrière s'en allait vers la F1, il a dit à tous ses amis, vous reconnaîtrez peut-être pas le personnage que vous allez voir en Formule 1, mais je changerai jamais avec vous autres. Puis ce qu'il a dit, c'est que ça a toujours été pareil. Quand il revenait à la maison, c'était les mêmes soupers avec les mêmes amis, avec les mêmes, la même proximité, la même chaleur. Mais Michael, ce qu'il s'est dit, c'est rendu en F1, J'étais un lion. c'est tellement important, ta marge de manœuvre est tellement faible que je vais éliminer le plus d'irritants possible. Puis passer des grandes journées à parler avec les médias, c'est un irritant majeur. Fait qu'il a été quand même assez bête et froid avec les médias. Pour pas que les médias nécessairement se... Mais sa vie En privée, profite ça trop n'en de sa parlait présence. peu. Il a passablement fermé les portes. Il n'était jamais d'un potin, jamais d'un rien. Ouais. Fait qu'il est resté très privé avec ses amis. Mais pour avoir été chez Ferrari, ben, quand on a visité un paquet de restaurants où est-ce que les pilotes de F1 allaient, ben, un des restaurants, c'est pas le restaurant où est-ce que l'équipe Ferrari allait le plus souvent, c'était plein de photos, ces murs de Michael en train de brasser à la soupe, Michael avec le chapeau de cuisinier, lui, bras d'un bras avec le staff d'une cuisine. Fait que c'était quelqu'un Chaleureux. d'extrêmement chaleureux. Mais quand c'était le temps de gagner, puis c'est pour ça, moi, Schumacher puis Verstappen, c'est de loin deux de mes pilotes préférés de toutes les époques. Là. Fait que Fanny, t'es tellement hot. Tu connais tellement ça. C'est très bon. Non, mais c'est le fun de parler avec du monde qui connaît ça. là. Mais tu sais, c'est pas un choix. Je comprends que c'est pas un choix populaire, Non, mais c'est correct. mais une personnalité d'athlète comme ça, je respecte ça. Mais tu sais, Schumacher n'était pas impopulaire malgré tout. En Allemagne. C'était dans une extrêmement époque différente, tu sais. Ouais. Dans les années début 2000, on n'avait pas les médias sociaux comme on a aujourd'hui. Puis on n'avait pas besoin, je pense pas, que l'attention était tellement en live sur toi quand tu représentais ton commanditaire que tu avais toujours besoin de faire des tatatitou, tu sais, comme pour représenter Tatatitou? Tatatitou. Ouais. Mais il a Parfait. été Ouais. dépeint par beaucoup de commentateurs Ouais. comme le méchant, Ah ouais. surtout quand il s'est mis à dominer outrageusement. Puis je trouve qu'il y a eu un traitement, exemple, que Hamilton n'a pas eu. Parce qu'Hamilton a eu plusieurs. Non, c'est vrai. C'est, Encore dans le fond, on Hamilton. parle de 2 champions qui ont 7 championnats du monde chacun. Puis, tu sais, Hamilton, à un moment donné, quand il y avait des incidents, il sort 2 fois Albon, quand Albon allait faire un podium. Il sort Verstappen en Angleterre qui a failli le tuer. Il est arrivé un paquet d'événements comme ça, puis c'était toujours plus adouci. Mais quand Schumacher faisait une manœuvre douteuse, oh my God, que là, c'était le talk of the town. Fait que, tu sais, oui, est-ce qu'il en a fait des manœuvres douteuses? Absolument. Est-ce qu'il a été trop loin pour gagner? Absolument. Mais est-ce que ça dépeint l'athlète puis le personnage? Personnellement, je pense pas. Tu sais, il a fait beaucoup plus de bons que de mauvais. Là. C'est un excellent segment, Bet365. Et miser sur Piastri pour le championnat, vous allez faire des sous. Mais non, ils sont pas dessous, tout le monde sait qu'il va gagner. Oui, ben c'est sûr que les odds, tu n'auras pas un gros 40 pour un, payout, genre. mais tu as une motadite grosse chance de faire de l'argent quand même. Ouais, c'est sûr. Tu vas mettre une pièce, on va faire une pièce. Wow.
Mais Pat, ça va te faire changement de gagner dans tes paris. OK! Tu vas trouver ça vraiment spécial. Pour la petite histoire, Fanny, Pat a mis beaucoup d'argent sur Hamilton cette année. Fait que ça n'a pas été fructueux. Pas juste sur Hamilton, j'en ai d'autres. Je pourrais te faire une liste. Puis c'est Gérard est bon. Des fois, je suis un gars qui dit bon, il va arriver un accident. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va se faire rentrer dedans ou de quoi. Je vais parier sur un gars vraiment envers et contre tous. Tu es un peu émotif dans ton analyse. Malgré que j'étais émotif dans la vie. L'accident, pour lui, c'est de miser. OK, là, je te fais un petit... parce que t'es vraiment... t'as un casting qu'on n'a pas eu encore dans nos invités. Fait qu'on a comme des petites questions en rafale. OK. Puis, évidemment, ça tourne autour de l'automobile. Ta première auto, c'était quoi? Un Honda Accord 1994. Ouais, ben, bon choix. Je suis d'accord. Hatchback? Non. Non. Berlin. Groupe électrique dans le temps, l'air climatisé. Oh! Mais Riche. ça, c'est l'apogée d'Honda, ça enlève tellement bien. Une Ouais, pour vrai. princesse, toi, chose. L'air climatisé dans son premier char. Ouais, mais tu sais, c'était un char de 14 ans, mettons, là, tu sais, qui avait appartenu à ma tante, qui l'avait vendu à ma mère, qui ma mère me l'avait légué parce que je m'en allais au cégep. J'allais au cégep à Jonquière, donc Ça, de la au route. début de la session, moi, j'avais une voiture, mais c'est pas toutes mes collègues de classe qui en avaient. Fait qu'on on foulait l'auto à Québec avec les bagages de tout le monde. Puis on traversait le parc. À Stoneham, là, les côtes. Le pied au fond. J'étais à 95, peut-être. Eh Ça, boy. le pied au fond. Elle a gagné son ciel, cette auto-là. Ah ouais. Je pense que c'était 1.6 qu'il y a là-dedans. Une affaire de... Non, là, ça devait être genre, c'est comme des H22 de prélude. Ça devait être un 2.2 d'après au Ah, feeling. Là. bon. Ouais, j'ai pas Ok, de ça sonnerait pas. Encore, c'était 2.2 non VTEC, d'après moi. En 94, je sais pas si c'était ça, là, mais. Mais pas tuable, là, mais... Ouais. Là, tu sais, au pire, vous me reprendrez dans les commentaires. Pas pire que ça. Mais oui, laissez vos commentaires, Ouais. de toute façon. Combien tu as eu de voitures dans ta vie? 3. Pas plus que ça. Hein? Non, je garde mes voitures longtemps. Quand même. C'est celle que j'ai actuellement, elle a Moi aussi. 8 ans maintenant. C'est quoi? C'est une Mini Clubman Ah. S, 4 roues motrices. Cute. OK, puis elle t'a pas lâché encore. C'est Non. bon? Non, mais cette Non, mais génération-là est Ouais, plus... je suis d'accord avec toi. ouais. Ils ont même dit, écoute, à RPM, j'ai écouté une émission, salut les gars d'RPM, cette semaine, qui disait que la Mini Clubman de cette génération-là était reconnue pour sa fiabilité. Quelle année? 2017. T'es pas. C'est pas peu dire, là. Non, c'est pas peu dire certain. Ton auto de rêve, ça serait quoi? Mettons qu'il n'y a pas de budget, là. De rêve... Tu peux flyer, là, c'est le temps, là. Sports car ou daily driver, mettons, de rêve? Ce que tu veux, ça peut être un Rêve. vieux char à Mais- 5 000 $, ça peut être un Non, char à 5 c'est millions. J'ai-tu rêvé, comme daily driver, j'ai-tu rêvé où BM... 2.2, 16 balles. BM a sorti une version X-Drive de la M3 Competition. J'ai-tu rêvé ça? Y a quelqu'un qui... C'est Oh! Pat qui va pouvoir nous le Excuse-moi, dire. moi, je suis en train de lire ce que Simon. Oui, parce qu'on met à a l'écran pour dire que c'est un confirmé. 2.2, ma mémoire est bonne. Oui, Simon, Mais- notre metteur en ondes, il confirme là, que c'est un T'as-tu 2.2. rêvé là, que BM d'accord. sortait quoi? Une version X-Drive de la M3 Competition. Hey, ça, c'est quelque chose. Là. Si ça... Ça existe. X-Drive? Parce qu'il n'y avait jamais eu une X3 En fait, qui avait... la nouvelle génération, c'est M3. ça. Ouais. Depuis 2022, Bon, 2021. OK, c'est ça. Je fais... Attends, quoi, tu dis? M3 Ouais, X-Drive? ouais, Depuis 2021? ouais. Mais c'est Ben juste un voyons modèle donc. compétition. Moi, je le sais pas si Mais c'est moi- OK, en ça doit être... Mais moi, je veux... C'est malade. Puis, tu sais, Je veux ça comme daily driver, là. Eh, ouais. Clair. Tassez-vous, c'est un beau épaules. char, c'est un beau char, c'est 4 places, c'est 4 pattes. Fait que tu peux le prendre. Tu sais, souvent, les chars d'été, tu fais une concession. Les chars sport, tu fais une concession de ne pas le prendre l'hiver parce que c'est conduisible, propulsion, mais ça reste que c'est moins agréable dans nos conditions hivernales. Là, en plus, cette génération-là, la grille a été contestée, mais les gens commencent. On s'y fait. Moi, je la trouve vraiment La belle. calandre? Oui, la calandre. Puis honnêtement, le coup de volant de ce char-là, on retombe aux origines. Moi, je pense que j'aimais les BM des années 2010, mettons. Comme une M3 à 92, par exemple, que je capotais V8, moteur Attends, moi, j'en ai eu d'ingénieur une M3 2009. 92. Mais V8, en 414 hiver, HP. j'avais fait la gaffe de conduire ça l'hiver aussi. J'avais À une cause de toi, Comme quand on a votre petite petit côte de 10 fallait que je me donne une swing. Là. C'est clair. La génération d'après, je la trouvais aseptisée, un peu moins plaisante. Mais celle dont tu parles, on revient avec un coup de volant vraiment nerveux, avec l'essence de ce que c'était, selon moi, le département
M pour BMW. Tu sais, la genèse, on parlait dans une émission précédente de la série 5. Oui. C'était un sédan qui était fort chez BM dans les années 90. Puis, je suis obligé de te dire que pour moi, ça faisait longtemps que BM n'avait pas fait un aussi bon char que ça. Ouais. Ça garde une bonne valeur de revente. Puis, honnêtement, par rapport au dollar investi, c'est un avantage concurrentiel d'être 4 roues motrices. Ton cadeau du premier championnat, c'est une robe. Ton cadeau Il manque une coupe de zéro, ça paye. Non, mais regarde, on va appeler JC et on va régler ça. Ta plus drôle expérience sur la route? Sur la route, Habillé ou pas. sur la route. Il y a une fois, avec une de mes chums qui travaillait au Grand Pétrolière avec moi, on est parti en vacances dans le Maine. On est parti à Algonquin. Puis là, on parle de 2017. 2017. OK. Fait que les GPS existent, là, très bien. Et on est parti avec une carte. Et on s'est dit, on n'ouvre pas le GPS. Wow. Et on prend tous les petits chemins qui ont l'air de mener à un bord de lac ou quelque chose. Ça, c'est hot. C'est ça qu'on prend. Ah, ça, c'est un marrant. vrai road trip. Ouais. Ça a pris 2 jours de se rendre dans le Maine. là. Au lieu de 4 heures. Hey boy! Non, mais je sais, c'est fort. Puis, mais as-tu aimé ça? C'était très cool. C'était Ouais. très, très cool. Avez-vous vu de l'eau? Oui, on a avez vu réussi des à aller- lacs, on est passé. Malheureusement, les cartes papier n'existent plus. Fait qu'il a fallu qu'elle donne une brocante. Mais c'est un peu ce qu'on fait dans les voyages de moto. C'est les plus beaux voyages. Tu veux pas faire d'autoroute, là. Ouais. Tu te promènes Ouais. dans les petits chemins, les belles courbes, tu arrives dans des villages pittoresques puis que tu n'aurais jamais vu en flyant ça. Tu veux sur visiter l'autoroute. l'Ontario, tu prends un 401, ça va mal. là. C'est ça. Ah, ouais, je reviens 50. de là, c'est super agréable à 401. Fait qu'en 4 jours, on a dû prendre. Mais tu t'en souviens un peu parce que ça fait place à la spontanéité. Puis la beauté aussi de découvrir de quoi que tu n'avais même pas idée que ça se trouvait là. Puis juste un élément de nature que là, finalement, tu as comme un goût d'y retourner. Puis tu pointes. Un moment donné, j'avais été en Ontario. Tout le monde va à Niagara. Puis j'avais mon truck off-road là, tu sais, aménagé VR dans le temps que le van life n'était pas populaire. Puis que moi, j'avais un truck de livraison converti van life. Puis j'ai dit à ma blonde, puis on fait ça. On suit la route sur le bord de l'eau. Tu peux pas te tromper, c'est impossible. Statistiquement, tu vas puis de manière assurée, à chaque fois qu'on fait ça, on tombe sur de quoi d'exceptionnel. Puis j'avais tombé sur une plage pas connue, Clearwater, genre c'est Crystal Beach, proche de Niagara, que tu te vois l'eau aux orteils, c'est du sable, mais il n'y a pas de touristes. C'est ça qui est malade quand tu fais des affaires de même. Tu trouves... Wow. ouais. Ça donne le goût, en tout cas. J'ai raconté l'amour de ma vie, là. Tu vois? Non, c'est pas vrai. Je trouve ça drôle parce que tu disais que tu étais parti avec ta blonde. Ouais, Fait que tu as rencontré l'amour de ta vie là-bas. Ouais, je l'ai Ça laisse retrouvé. place à l'interprétation, je trouve. Selon toi, le char le plus beau et le plus laid? Le plus beau, je serais pas original, une Porsche 911. Y a-tu une année, genre, une époque? Non. Elles sont toutes belles, moi. T'as raison. OK. Le... Oh, Tu vas parler des 996, ça? C'est ça. Ouais, tu sais, c'est- hein, ouais. on est fini, c'est vrai. OK. Le plus laid, BMW i3. C'est C'est vrai hot que c'est parce que ça a spécial, ouais. été... C'est rare. rare. C'est ça, pas ça a mon- été, dans le show de cette année, Ouais. un des plus beaux d'un gars. Oui, c'est vrai. Je me rappelle plus qui nous a dit Ouais. ça. Que pour lui, c'était un des plus beaux, puis elle, c'est un des plus laids. Tu sais. Mais Ouais, c'est partage ton tellement point. typé que ça va C'est d'un côté ou polarisant. de l'autre. Ouais, ça, j'adore. T'es quel genre de pilote et t'es quel genre de copilote? Je suis une pilote. Intransigeante. Ouais, non, mais. Tu sais, moi, j'aime bien ça sur le cruise à 125. Là. Tu sais, c'est pas. Tu sais, quand la route est claire, mais c'est pas moi qui va prendre des risques. L'hiver, je suis bien pépère. Puis, je fais assez de millage que je tiens à mon permis aussi. Là. Ah ouais. Quel genre de copilote? Des fois très... la plupart du temps, très calme, très easy-going. Ça sera pas moi qui va arrêter aux 10 minutes pour aller aux toilettes. Là. J'ai assez fait de route dans ma vie que... OK. Mais... Il y a une fois, on est descendu dans la grosse tempête de neige, moi puis Marc-Antoine. Oh. On est de Toronto, by the way. On est descendu de Toronto. Ça a pris 11 heures de descendre de Toronto. Ça a l'air, j'ai voulu manger le dash une couple de fois. T'sais. Mais en même temps, je me serais pas fait confiance pour conduire dans la neige. là. T'sais, j'étais contente Si que t'en ça... avais un bon à avoir à côté de J'étais toi, contente que ce soit ouais, Marc-Antoine qui m'ira mon Ouais, chauffeur. ouais, là, c'est t'sais. pas pire, là. Ça donne bien. Mais il y a une couple de fois, même Marc, il dit, ouais, cette fois-là, il dit, je commençais à avoir hâte qu'on voie de quoi en avant. Là, Ah, t'sais. Ouais.
Ouais. Toute une ride. Ah, c'était pas... ça a été... on redescendait d'un meeting NASCAR, puis... Incroyable. Les joies de l'hiver de l'Est du Canada. 80% de pilotes québécois, les meetings sont à Toronto. Il n'y en a pas de problème. C'était mon commentaire éditorial. By the way, ça a changé. Puis ça, je remercie Alan Labrosse, le directeur de NASCAR. Maintenant, les meetings, il y en a un. Ils font le samedi dans la région de Toronto, le dimanche autour de Montréal, là-bas. Bon. Merci Alan. Puis merci à toi d'être venu. Ça complète l'épisode. Mais merci de l'invitation. Ça aura été la première cool. fille dans notre podcast. Très cool de t'avoir eu. Merci. Merci à toi. Trace de break vous est présenté par Nokian Tires.